Merci aux organisateurs de m'avoir proposé ce sujet. Euh, je, je dois dire que quand je me suis plongé dans la littérature, j'ai un peu déchanté parce qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Quand on s'intéresse à la douleur en salle de réveil et que on a affaire à un patient, et c'est notre exercice collectif, un patient qui résiste à la titration, eh bien, on est bien ennuyé. Et donc, du coup, ça m'a d'autant plus intéressé d'essayer de gratter un peu ce que je pouvais trouver et faire des propositions. Et l'objectif, ça va être aussi d'échanger avec vous sur ces propositions. Donc, j'ai pas de lien d'intérêt, si ce n'est des liens d'intérêt pour la douleur, mais concernant ce topo, bah, pas vraiment. Alors, dans un premier temps, et je pense Dominique en parlerait mieux que moi, on a depuis quelques années des publications concernant la trajectoire des patients, le parcours des patients, notamment dans leur expression de douleur post-opératoire, avec des situations qu'on retrouve avec des patients soit qui gardent une douleur sévère, soit dont la douleur est initialement sévère qui diminue, etc., etc. Alors, mon objectif, c'est pas de vous détailler cette diapositive, simplement pour vous dire qu'on est dans une stratégie maintenant d'individualisation de la prise en charge de la douleur post-opératoire et périopératoire. Mais ces travaux ont un certain nombre d'inconvénients, dont celui qui a été relevé par Kellett, qui a répondu à l'auteur quand ce papier est sorti l'année dernière, c'est de dire que bah, c'est très bien, effectivement, on a des parcours qui sont individualisés, il faut s'adapter à l'histoire du patient, mais vous avez quand même quelques informations qui manquent, notamment J0, et la consommation de médicaments antalgiques post-opératoires. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. D'ailleurs, les auteurs ont dit, ben oui, c'est un peu vrai, on ne sait pas ce qui se passe, notamment en salle de réveil. Du coup, quand on regarde spécifiquement les travaux dans la littérature qui parlent de la salle de réveil, eh bien, vous en avez quand même quelques-uns qui identifient des douleurs sévères. Des patients qui ne sont pas calmés, qui ont reçu pourtant une analgésie multimodale et qui présentent jusqu'à 40% de douleurs modérées à sévères. Et quand on regarde les causes d'inconfort post-opératoire immédiate, eh bien, on retrouve la douleur, évidemment, à hauteur de 62%, mais souvent, c'est associé à autre chose. Des nausées, vomissements, le fait d'avoir une sonde urinaire, ça fait partie des événements mal supportés par les patients, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Quand on va un peu plus loin dans la littérature, on se rend compte que, avec un type de chirurgie particulier qui est la chirurgie orthopédique, les auteurs s'aperçoivent que c'est la chirurgie extrêmement périphérique qui est la plus pourvoyeuse de douleurs sévères, post-opératoire immédiate, avec des facteurs de risque. Et ça, avant de s'intéresser à la stratégie thérapeutique, on va essayer de regarder s'il n'y a pas une prédictibilité qui entraîne des douleurs plus résistantes en salle de réveil. Donc la femme, hélas, et puis le fait d'avoir été opérée de chirurgie traumatique déjà dans le passé et de prendre des antalgiques préopératoires ou la taille de l'incision, en tout cas dans cette étude-là. Alors, on va aller encore un tout petit peu plus loin, puis on va s'intéresser aux patients qui réclament, qui ont besoin d'antalgiques en complément en salle de réveil. Donc, on en a tous parmi notre patientèle. Et on voit bien qu'il y a des facteurs de risque, là encore. Ce sont les mêmes que ce que je viens de vous dire, mais il y a également la durée de la chirurgie. Il y a le fait d'avoir été opéré d'une chirurgie abdominale ou musculo-squelettique, et le fait également voilà, de recevoir du proto. C'est comme ça. D'être en surpoids ou carrément obèse. Mais le seuil quand même était fixé à une échelle numérique à 4. C'est quand même un peu bas pour considérer qu'un patient a besoin d'antalgiques. Normalement, il y a une stratégie d'analgésie qui est proposée dans toutes les salles de réveil. Quand vous avez un seuil qui est dépassé, le patient reçoit automatiquement une dose notamment d'opioïdes, par exemple. Mais là, c'était simplement pour identifier les patients qui étaient à risque, et on voit bien que il y a des facteurs de risque qui apparaissent sur justement ces patients qui ont besoin d'un complément d'analgésie. Facteurs de risque qu'on retrouve également dans ces quelques travaux qui sont cités. Alors, nous, on avait bossé sur le fait que il y avait des patients qui consommaient plus d'opioïdes en salle de réveil ou qui avaient des scores de douleur plus élevés. Et parmi ces patients-là, il y avait la consommation de fortes doses de sulfentanyl. Donc, on peut considérer effectivement que dans un phénomène d'hyperalgésie, des patients qui ont un parcours chaotique, qui consomment déjà des antalgiques avant l'intervention et qui en consomment beaucoup pendant l'intervention chirurgicale, eh bien, sont à risque de développer des douleurs sévères de manière plus importante.
Et puis, il y a la population pédiatrique. Je ne suis pas pédiatre, ni anesthésiiste pédiatre, bien sûr, mais vous voyez qu'il y a aussi le contexte de l'urgence, la durée de la chirurgie, le fait d'avoir une durée de chirurgie qui est oui, un type de chirurgie dans le cadre de chirurgie majeure et je vous disais chirurgie d'urgence. Tous ces facteurs contribuent à, on va dire, entraîner la consommation ou la surconsommation donc d'opioïdes en salle de réveil. La chirurgie pharyngée également, vous allez voir que ça a un sens dans les diapos que je vais vous présenter dans un instant, puisqu'il y a un risque d'agitation aussi post-opératoire chez les patients qui sont opérés de ce type de situation. Alors maintenant, une fois qu'on a dressé le décor, qu'on a identifié des populations à risque, eh bien, on peut essayer de s'orienter vers une stratégie thérapeutique. Bon, c'est là que les ennuis commencent, parce que je n'ai pas trouvé énormément de choses, en tout cas, qui m'ont convaincu, mais on a déjà, on va parler de la LR il y a quelques instants, quelques travaux, alors je vais enfoncer les portes ouvertes, de dire que la LR va prévenir les risques de douleurs sévères en post-opératoire immédiat, c'est d'une banalité absolue, c'est-à-dire de dire qu'en prophylaxie, quand on fait une ALR, c'est sûr que la durée de présence du patient en salle de réveil va être extrêmement courte, les patients vont peu souffrir, et ça c'est rassurant, voire pas souffrir du tout. Le problème, c'est ce qui a été dit hier, c'est le fait de décaler la situation à distance de l'intervention chirurgicale et que le patient se réveille, donc s'il a eu une infiltration ou un single shot, à domicile à 3 heures du matin avec une douleur. Bon, ça c'est un autre sujet. Bon, voilà, cette étude, elle existe. Et puis, il y a la titration morphinique. Alors, la titration, c'est quelque chose, je vais me permettre de vous rappeler juste le principe. On se base sur un seuil au-delà duquel on a mis des petits bolus de morphine. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Ça fait des années qu'on en parle. Et je pense que tout le monde fait une titration dans les salles de réveil pour calmer les douleurs des patients. Bon, le problème, c'est que d'abord, la diminution de la douleur, elle n'est pas linéaire. On a une diminution progressive jusqu'à un seuil au-delà duquel il y a effectivement un effondrement. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça sur le plan physiologique, physiopathologique? On n'a pas de grandes idées. Simplement, c'est se dire que effectivement, ce seuil à 40, ça nous permet peut-être d'attendre, une fois qu'on a suffisamment titré et qu'on est aux alentours de 40, si on a commencé très haut, eh bien, de ne pas continuer la titration parce que inéluctablement, la douleur va s'effondrer. Ensuite, le problème qui se pose, c'est la sédation. Alors la sédation, au début, on pensait que c'était le caractéristique du soulagement du patient qui recevait de la morphine. Donc on était content, sauf que on s'est aperçu petit à petit, étude à l'appui, que c'était surtout un effet indésirable des opioïdes, avec le risque d'évolution vers la dépression respiratoire. 60% quand même de sédation. Là, c'est les travaux qu'on a publiés, donc qui remontent à quelques années. Mais quand on compare avec ce qui a été publié par nos amis urgentistes, c'était à la Pitié-Salpêtrière, 10% seulement. Alors c'est sûr qu'entre ce qui se passe en préhospitalier aux urgences et ce qui se passe en salle de réveil, il y a eu plusieurs heures d'intervention chirurgicale. Les patients ont encore reçu de fortes doses de médicaments, notamment les opioïdes. Donc il y a certainement une différence de contexte. Mais une chose est sûre, c'est que la sédation, pour nous, ce n'est pas le meilleur effet indésirable qu'on peut espérer pour notre patient, puisque d'abord, on voit qu'en abscisse, vous allez à dose en ordonnée la probabilité de sédation. On a quasiment 100% de sédation dès l'instant où on dépasse une dose qui est quand même assez élevée. Quand on est à 10 mg de morphine titrée, c'est déjà un problème. Quand on est à 20 mg, ça devient assez dramatique parce que ça veut dire qu'on a dépassé, si je puis dire, les doses raisonnées et surtout raisonnables et qu'on va aboutir à une sédation et à un patient qui va être parfois, qui va se plaindre de douleurs incoercibles. Donc il faut trouver des solutions. Alors, la solution, c'est d'anticiper. On va administrer de la morphine à une dose de 0,15 mg/kg avant que le patient ne sorte de la salle d'intervention et on va regarder ce que ça donne en salle de réveil. Est-ce que, du coup, le patient va être soulagé, pas trop sédaté? La réponse est c'est raté. C'est-à-dire que le patient qui reçoit 0,15 mg/kg, eh bien, il est 2 fois plus sédaté en salle de réveil et à distance de l'intervention, c'est ça qui est plus problématique, il oublie un peu de respirer. Donc, on a oublié cette dose de charge de 0,15 mg/kg. Donc, que faire d'autre, si ce n'est, comme l'ont proposé un certain nombre d'auteurs, quelques années plus tard, réfléchir sur le concept de la titration. Est-ce qu'il faut modifier les doses? Est-ce qu'il faut modifier l'intervalle entre les injections? Est-ce qu'il y a une relation entre justement la durée de séjour en SSPI et donc la consommation de morphine, par exemple, et la stratégie post-opératoire? Quel impact du changement de dose justement sur le soulagement? Eh bien, toutes ces questions traitées, je passe les détails. La réponse est
pas de réponse concrète. Donc, on n'a pas d'idée précise sur si on modifie le protocole de titration, ça va avoir un effet sur le fait que le patient continue de souffrir ou pas. Alors, autre solution, on va proposer d'autres alternatives thérapeutiques. Alors, je me demande si j'ai pas... Non, c'est bien après. Alternative thérapeutique, on va changer de morphinique. Donc, on va switcher la morphine par du tramadol. Pourquoi pas? Donc, dans cette étude, les auteurs se sont intéressés justement à un échec de titration qui était après 10 mg avec une EVA supérieure à 6 sur 10. Donc, on continue de titrer, mais un groupe reçoit encore de la morphine, 10 mg, et un autre groupe, 100 mg de tramadol. Et on regarde ce que ça donne. En fait, aucun bénéfice en termes de soulagement. Seuls 50% des patients dans l'un et l'autre groupe ont pu bénéficier d'un contrôle adéquat de la douleur. Donc, on n'est pas dans une situation satisfaisante. Autre proposition, les médicaments qu'on a un peu évoqués tout à l'heure, c'est les médicaments antalgiques, mais aussi antihyperalgésiques, en particulier ceux qui interagissent avec les récepteurs NMDA. Donc, on va regarder un peu ce qui est proposé, kétamine, magnésium, lidocaïne, etc. Et on commence par ce travail que je cite, mais qui ne me satisfait pas, c'est-à-dire que les patients considèrent que après 8 mg de morphine et une EVA supérieure à 7 sur 10, on est en échec. Donc, on va regarder ce qui se passe avant et surtout après un cocktail qui comporte du magnésium, de la lidocaïne et du kétorolac, toute chirurgie confondue, avec un effectif extrêmement faible. Alors là, évidemment, ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que sans savoir si finalement la morphine commence à être efficace à distance de son administration, on a effectivement des scores de douleur qui diminuent et puis une consommation de morphine ou équivalent morphine qui diminue. Bon, très bien, c'est publié dans une revue de catégorie E ou Z. Bref, je la cite quand même, simplement pour vous dire que, non, c'est pas Z, je te rassure. Mais simplement qu'on a d'autres travaux que je trouve un peu plus intéressants et qui sont un peu plus anciens, et notamment l'étude de Kaffer que je trouve intéressante puisque l'auteur, l'autrice campe bien le décor, c'est-à-dire que à cette époque-là, les auteurs commençaient à s'intéresser justement à la problématique des échecs de titration et l'idée c'était après 9 mg de morphine titrée, ce qui est assez faible, mais enfin ça correspond à peu près à la dose moyenne que le patient reçoit en salle de réveil, les patients étaient séparés en 3 groupes. Le premier recevait 20 mg de néfopam, le second 10 mg de kétamine et le troisième continuait d'être titré. Et les résultats, c'est que finalement, on a une épargne morphinique, donc ça c'est rassurant, mais dans le groupe contrôle, 4 échecs de titration, 2 pour des causes d'effets indésirables liés aux opioïdes, et puis 2 qui consistaient à dire que le patient résistait à la morphine et finalement n'était pas soulagé malgré des doses, on va dire une augmentation incrémentielle de la consommation. Alors, évidemment, il y avait quelques effets indésirables, tachycardie, sueur dans le groupe néfopam, il y avait des hallucinations dans le groupe kétamine, mais c'est intéressant parce que ça campe un peu le décor en disant qu'il y a peut-être des solutions alternatives avec des médicaments qu'on va administrer en rescue, comme on dit aux États-Unis. Donc la solution, c'est peut-être la kétamine. Voilà un exemple. Alors, je vais vous citer quelques cas cliniques que je trouve intéressants, qui sortent un peu de l'anesthésie et qui concernent les douleurs centrales à la suite d'AVC. Ça, c'est un cas rapporté que je trouve assez emblématique. Le patient ou la patiente reçoit donc une escalade thérapeutique qui comporte des patchs de fentanyl, de la morphine, une benzo, du paracétamol et toute une foultitude de médicaments à tropisme neuro et commence à recevoir une titration morphinique et titration par kétamine, pardon, avec des doses qui sont progressivement augmentées et puis une programmation de pompe que vous avez sur cette diapositive. Au total, qu'est-ce qu'on a? On obtient une réduction des scores de douleur de 50% et une épargne morphine de 25%. Donc, on est peut-être dans la solution, ou du moins une partie de la solution. Et je vous propose également le travail suivant, que je trouve encore plus intéressant. C'est un patient qui est dans le cadre d'une situation relativement palliative, dans le cadre d'un cancer, et le patient reçoit de l'oxycodone, une association avec de fortes doses, y compris d'hydromorphone, des médicaments qui ont une efficacité certes, mais qui, quand ils sont associés, posent également des problèmes de savoir qui fait quoi dans cette stratégie analgésique. Et finalement, du fait du non-soulagement,
commence à recevoir une dose progressivement augmentée de kétamine 0,2 mg/kg/h. Donc on passe à 0,3, on passe à 0,4, et on voit bien que plus on augmente, plus on diminue la consommation d'opioïdes, et plus on réduit également les scores de douleur. Donc on a une situation où le fait d'introduire la kétamine a certainement un effet synergique, comme ce qui est décrit dans la littérature, avec les opioïdes, mais également un effet d'épargne morphinique par peut-être cet effet antihyperalgésique, en tout cas un vrai intérêt à l'association dans le cadre de cette douleur chronique de la kétamine. Bon, maintenant, ça c'est une étude, la seule étude que j'ai trouvée en post-opératoire, c'est une étude qui est faite au Rwanda, publiée dans le Canadian Journal of Anesthesia, qui a aussi le mérite de camper le décor, comme je disais à l'instant. Les patients donc, recevaient une anesthésie, une analgésie multimodale avec du paracétamol, 2 AINS, et puis soit recevaient la kétamine, soit un placebo. En fait, comment ça se passait? Les patients étaient opérés, arrivaient en salle de réveil et recevaient toutes les 12 heures, et ceci à 5 reprises, 1 mg/kg, c'est quand même une dose assez généreuse, hein, de kétamine, et par voie subcutanée, regarder ce qui se passait. Et les auteurs se sont intéressés essentiellement au score douleur. On voit qu'on passe de 4,8 à 3,7. C'est significatif, moyennant évidemment quelques hallucinations, mais c'est une étude intéressante, certes avec des effets indésirables, mais qui au moins propose une stratégie justement de rescue analgesia, quand on sait que dans certains pays, même si le Rwanda a peut-être un peu plus de moyens que dans certains pays autour de lui, on a des difficultés pour trouver des bons antalgiques, en tout cas aux bonnes doses pour les bons patients. Voilà également une proposition qui concerne ce que je disais tout à l'heure, une chirurgie assez particulière qu'est la rhinoplastie. Bon, nous, on en voit passer dans le service des patients qui parfois sont agités quand on les extube, parce qu'il y a une sensation d'étouffement, qu'il y a également une douleur qui existe. Et du coup, les auteurs, ça se passe chez l'adulte, donc, ont testé un groupe kétamine. Les patients recevaient 0,5 mg/kg de kétamine 30 minutes avant la fin de l'intervention versus un groupe contrôle. Et ils ont regardé plusieurs choses. D'une part, l'incidence justement de l'agitation pendant l'extubation. On voit qu'on passe de 54% à 8%, c'est significatif. Et puis, l'agitation en salle de réveil. Et on voit que là, on passe de 28% à 0. Donc, il y a une efficacité réelle de ce médicament, d'autant plus qu'il y a des facteurs de risque qui sont, et ça c'est la deuxième partie de l'étude, identifiés facteurs de risque d'agitation en salle de réveil. C'est les patients évidemment qui ne reçoivent pas de kétamine, et puis c'est les hommes, donc ça change un petit peu. Le fait qu'on ait des scores douleurs un peu élevés et le fait de fumer sont les facteurs de risque d'agitation chez les patients qui sont opérés d'une rhinoplastie. Donc là aussi, ça peut être une piste déterminée chez les patients qui sont opérés d'une chirurgie à risque d'agitation post-opératoire, eh bien, d'introduire ce médicament à des doses raisonnables, cette fois-ci 0,5 mg/kg, ce qui est proposé par l'ASFAR, pour réduire ce phénomène d'agitation et ce phénomène de douleur. Alors, pour terminer, je vais quand même aborder 2 travaux sur la dexmédetomidine. Dexmédetomidine, vous savez que c'est utilisé dans l'OFA et que c'est proposé, alors c'était proposé en réanimation, c'est proposé en médecine interventionnelle, et pour essayer d'avoir une sédation vigile et que le patient soit bien accompagné, si je puis dire, dans des actes parfois un peu douloureux. Donc là, encore une fois, je fais un détour par la pédiatrie, l'anesthésie pédiatrique, où dans cette étude, les auteurs se sont intéressés donc à l'incidence de l'agitation et du délirium post-opératoire chez les patients, des jeunes patients qui sont opérés d'une chirurgie ORL, souvent c'est l'amygdalectomie, je vais arriver à le dire, avec les problématiques de douleur, évidemment, d'inconfort et donc d'agitation délirium qui peuvent entraîner un risque d'asphyxie, en tout cas de contribuer à mettre le petit patient en danger. Et donc, ils ont comparé 2 groupes, un groupe Dexmed, la dose, vous l'avez ici, et un groupe contrôle. Et là, c'est vrai que dans le groupe dexmédetomidine, on a tout bon. C'est-à-dire qu'on a des scores douleurs qui sont diminués, notamment l'objectif pain scale, donc qu'on retrouve en pédiatrie.
le fait d'avoir un recours plus faible. En tout cas, oui, alors c'est moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça, pardon. Les scores d'agitation sont plus faibles, les nausées et vomissements en sont moins fréquents, et au total, les auteurs disent bah, ça peut avoir un intérêt, effectivement, dans le cadre de ce type de chirurgie prise en charge. Qu'en est-il chez l'adulte? Eh bien, vous avez une grande méta-analyse qui a été publiée il y a quelques mois, que je trouve intéressante. Les auteurs se sont intéressés à 33 études, plus de 2676 patients, donc là c'est assez crédible, on va dire, en termes de l'analyse. Alors, pour résumer, ce qui était trouvé, c'est qu'il y avait certes une augmentation du risque d'hypotension, mais il n'y avait pas de différence significative concernant la durée de séjour du patient en structure de salle de réveil, structure de soins post-opératoire immédiat. Le délai d'extubation n'était pas rallongé. Il n'y avait pas de sédation résiduelle, il n'y a pas de bradycardie, en tout cas dans cette étude. Il y avait une réduction de l'agitation, donc ça c'était intéressant, de la douleur, de la toux et du frisson, et puis des nausées et vomissements qui étaient également réduits. Du coup, ça peut ouvrir là aussi le champ des possibles à une réflexion autour de ce médicament qui, enfin, on est un certain nombre à avoir utilisé également la clonidine pour réduire certains phénomènes de douleur qui nous échappaient un peu en salle de réveil. Peut-être que la Dexmed, mais en sachant que, et là les auteurs le précisent, c'est quand même un médicament qu'il faut manier avec prudence, puisque vous pouvez facilement basculer dans une situation qui est un peu moins contrôlable, d'autant plus que le patient a reçu des médicaments qui ont également un rôle dans l'équilibre sympathique-parasympathique. Donc il faut être prudent. D'où la nécessité, peut-être, effectivement, d'introduire avec les bonnes doses. Alors, dans cette étude, les doses, c'était quoi? C'était de mémoire 0,25 à 2 microgrammes kilo en bolus, pour ceux qui en faisaient, et 0,1 à 1,2 microgrammes kilo heure. Voilà. Donc, ça, c'était la stratégie qui était analysée, en tout cas, dans cette méta-analyse. Alors, pour terminer, une diapo simplement pour vous dire que on se pose tous des questions sur est-ce qu'il y a une relation entre ce qui se passe en salle de réveil et la suite. Eh bien, la réponse est, en tout cas dans cette étude, non. En tout cas pour ce qui est de la consommation de médicaments antalgiques et des scores de douleur dans les unités de soins conventionnelles. Dans cette étude, les auteurs, quelle que soit la trajectoire, je parle encore une fois de trajectoire, du patient, c'est-à-dire qu'il ait souffert ou moins souffert, consommé plus de morphinique ou moins de morphinique, il n'y a pas de comparaison avec ce qui peut se passer à 24 heures, 48 heures. Sauf peut-être pour la douleur sévère post-opératoire immédiate et post-opératoire en général, qui peut faire le lit de la douleur chronique post-chirurgicale. Voilà, et pour terminer, une diapo qui est peut-être va pas répondre à toutes les questions qu'on se pose pour cette thématique. C'est la douleur, c'est sûr que c'est la principale cause d'inconfort, ça on est tous d'accord, 40% de douleur sévère. La vulnérabilité, moi j'insiste sur le fait qu'il y a peut-être des patients qui sont plus candidats à faire des douleurs qui sont mal soulagées, voire même incoercibles. Il y a des échecs de prévention multimodale de la douleur post-opératoire immédiate et la titration morphinique. Nous, ça va de 5 à 10% quand même des malades qui résistent à la titration. Alors, mon expérience, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas du tout publiée, je le regrette sincèrement, mais peut-être qu'il faut se lancer dans cette aventure. On fait de la kétamine. On fait la kétamine en perfusion pour essayer de casser ce phénomène de titration morphinique. Et dans l'expérience à propos de quelques cas, ça marche. Mais encore une fois, je ne peux pas vous affirmer que c'est la solution miracle parce qu'on ne l'a pas publié. Donc on a vu qu'il y a quelques papiers très intéressants dans les douleurs qui ne sont pas post-opératoires, mais cette valeur ajoutée, on peut peut-être la partager avec l'alpha-2 agoniste et Dexmed. En tout cas, il y a peu de données entre la relation sur la sévérité, ce qui se passe en salle de réveil, et sur les soins conventionnels. Voilà, je vous remercie de votre attention.